Est-ce que moi je devrais être interdit? Je tiens des propos qui devraient être interdits d'après vous, non? Je sais pas. Je me suis posé la question pour le Rassemblement national en termes de dangerosité, parce qu'on parle d'un parti qui s'apprête potentiellement à prendre le pouvoir. Et bienvenue sur la chaîne de Frédéric, dans laquelle je suis de retour pour m'essayer un nouveau podcast, et dans laquelle je souhaiterais faire avec vous un décryptage de cet entretien entre Laurent Oberton et Thomas Guénolé, qui vient de paraître sur YouTube. Le lien de la vidéo originale se trouve dans la description, pour tous ceux qui voudraient consulter le format original et suivre cet échange dans sa totalité. Pour commencer, nous allons d'abord comprendre qui est Thomas Guénolé. D'un père breton et d'une mère d'origine polonaise, mais avec des racines ashkénazes en lignée maternelle directe. C'est pas moi qui le dis, mais Wikipédia qui souhaitait apparemment que ça se sache. Thomas Guénolé, adhérent de la France Insoumise, fut évincé du parti en 2019, suite à une affaire d'harcèlement sexuel qu'il a désigné comme un règlement de compte, ce qui lui a permis par la suite de rejoindre LFI. Maintenant, nous allons voir sa propre description. Voici comment il se définit lui-même. Je suis d'origine ashkénaze, je suis pas à l'aise avec ça, mais appelons ça des camps de prisonniers. Voilà. Il y a des camps de prisonniers. Moi, j'avoue ne pas le souhaiter, mais en même temps, je suis un cosmopolite assumé, donc c'est cohérent, si vous voulez. Je suis cosmopolite et xénophile. Oui, il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a pas de surprise. Donc, pour ceux qui connaissent Laurent Oberton, vous comprenez bien que nous avons face à face deux idéologies diamétralement opposées qui seront défendues par chacun en raison de leur parcours de vie et de la nature dans laquelle ils s'identifient. Laurent Oberton, étant un patriote français conservateur, orientera ses idées politiques dans la protection de l'idée qu'il a de la France, tout comme Thomas Guénolé orientera ses idées politiques dans la protection de sa propre nature, qui ne se sent pas vraiment français, et sollicite un État ouvertement cosmopolite et xénophile. Tout est question d'objectifs politiques et de son utilité pour chaque individu. Ceci dit, ce qui est utile politiquement à Thomas Guénolé ne le sera pas pour Laurent Oberton. La contradiction finira par s'imposer, et je vous le démontre avec ces deux exemples. Sur un an, si à chaque année vous avez 5% qui est victime, parce que ce sont des choses graves, je vais vous le dire vous avez 400 000 coups et blessures officiellement recensés. Vous en avez 3 fois plus en réalité, d'après les enquêtes de déclaration. Oui, mais 400 000, c'est quoi? 400 000 officiellement, 400 000, c'est moins de la moitié on parle des plaintes déposées. Une population à 70. On parle des plaintes déposées, en réalité vous en avez 1,2 million chaque année. 1,2 million, ça fait beaucoup de coups et blessures. Sur quoi pour dire que c'est 1,2 million coups et blessures? Vous parlez des enquêtes de victimation? Oui, les enquêtes de victimation montrent que pour 400 000 coups et blessures, vous avez 3 fois plus de coups et blessures déclarés. Moi je veux bien, mais ce que j'ai sur les violences physiques, c'est qu'on a 98,9% de la population qui n'est pas touchée. Oui, mais là, vous partez sur... Pourquoi je parle en pourcentage? Je parle en pourcentage parce qu'effectivement, 100 000, c'est impressionnant si on est un pays où il y a 100 000 habitants. Mais si on est un pays où on est quasiment 70 millions, bah oui, à un moment, c'est un ratio, vous voyez? Oui, mais donc ça reste faible. Mais ce ratio est beaucoup, beaucoup plus grand qu'il y a 30 ou 40 ans. Il est 6 fois plus grand, précisément. C'est 6 fois plus, c'est beaucoup. Moi, je ne me base pas sur les plaintes. Il y a quelques années, effectivement, vous aviez assez peu de morts par coup de couteau, comme ça, en sortie de boîte de nuit. Là, maintenant, vous en avez beaucoup chaque année. Non, pas beaucoup. Ce nombre augmente. Non, ce n'est pas beaucoup. Vous avez énormément de coups et blessures à l'arme blanche chaque année en France. Énormément. Beaucoup. Parce que les violences physiques et les coups de couteau en font partie. En enquête de victimation, excusez-moi de vous le dire, ça ne concerne pas 98,9%. Moi, je pense que dans un pays développé comme le nôtre, 1,2 million coups et blessures par an déclarés, coups et blessures. C'est pas simplement il m'a frappé, j'ai pas été coups et blessures constatés. Moi, je pense que c'est considérable et que ça n'était pas du tout le cas dans les années 50. Et là, toutes les études montrent ça, que ces chiffres sont absolument sans commune mesure. Donc, pour ce premier exemple, vous apercevez que Laurent Oberton souligne les 400 000 coups et blessures qui sont déclarés chaque année, ce qui signifie en fait 1,2 million de coups et blessures entre les déclarés et les non déclarés, on multiplie par 3 à peu près. Il souligne que c'est une augmentation x6 depuis les 40 dernières années des agressions physiques. Et vous avez Thomas Guénolé en face qui va lui expliquer que 98,9% de la population n'a pas de problème avec les coups et blessures. Donc les chiffres, selon sa propre vision à lui, sont bas parce que c'est 98,9%. Et il considère que ce n'est pas un problème. Alors que du point de vue de Laurent Oberton, vous avez ces 1,2 million
d'agression qui est terrible, de coups et blessures. On parle de blessures, 1,2 million de blessures, qui est un chiffre incroyable. Et pourtant, ils ne sont pas d'accord sur ce simple sujet. Voici un second exemple. Il y avait un sondage récemment sur le grand remplacement. Il s'avère qu'une majorité des Français partageaient cette vision. Vous dites complotiste d'extrême droite, incitant à la haine. Le problème, quand vous avez une majorité de la population qui adhère à ça, non. Mais puisque vous l'évoquez, c'est effectivement une théorie du complot, oui. Vous avez bien entendu, quand Laurent Oberton explique qu'une majorité des Français partageaient la vision du grand remplacement, Thomas Guénolé lui répond que c'est effectivement une théorie du complot. Une fois de plus, les intervenants ont chacun une vision différente, mais conforme à ce qu'ils considèrent comme sécurisant pour leur propre avenir. Maintenant, je voudrais revenir sur la position de supériorité, de dominant, que tient Thomas Guénolé tout au long de cet échange. Il donne cette impression d'être celui qui est dans le vrai, celui qui dit juste. On voit d'ailleurs Laurent Oberton bien faire attention aux propos qu'il tient. Eh bien, il ne se gêne pas et vous explique clairement ce qui lui permet de s'imposer ainsi. Du point de vue du droit, c'est que vous avez l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui est un héritier lointain, puisque vous aimez l'histoire comme moi, manifestement, c'est un héritier lointain de la loi de 36 sur les ligues factieuses d'extrême droite. Donc maintenant c'est l'article L212-1. Le gouvernement peut dissoudre des associations, donc des partis, puisque les partis sont des associations, pour certains motifs bien précis. Et l'un des motifs en question, c'est, je cite, propager des idées et théories tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur soi-disant race ou de leur religion. Alors cet extrait est capital. Il vous explique que la loi française peut vous punir pour discrimination, haine ou violence. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est qu'autant la haine et la violence peuvent être condamnables, mais par contre en quoi la discrimination peut être condamnée simplement pour ce qu'elle est. En quoi considérer un autre sexe ou une autre couleur de peau comme différente de la sienne est condamnable. Je me suis permis de chercher la définition dans le dictionnaire. La voici. Action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères. Je me répète, mais en quoi est-ce condamnable de constater qu'un Africain n'a pas la même couleur de peau que moi ? Pour vous montrer jusqu'où va la manipulation, il suffit de taper dans Google « discrimination » et faire une petite recherche. Voici ce que vous allez trouver. Une action ou décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne. Nous sortons là de la définition même du mot d'origine pour y lire une définition manipulée qui vous explique qu'il s'agit d'un traitement négatif. Ce que je suis en train de vous expliquer est un hold-up intellectuel. Certains vont me dire « ouais, allez, il joue sur les mots ». Mais il faut que vous compreniez que la discrimination est utilisée par l'État en permanence, la discrimination positive. Donc elle est proscrite par la loi, mais dans un certain sens, elle ne l'est plus. L'État peut faire de la discrimination, mais pas vous, car c'est un délit puni par la loi. En résultat, c'est toute la population native française qui se trouve dépossédée, car une loi permet de mettre sur un pied d'égalité n'importe quel individu au nom de l'antiracisme. L'écrasante majorité de la population française, au sens sociologique, ne fait pas partie d'une ethnie. Donc voilà, si vous dites statistique et ethnique au sens de l'ethnologie, je ne vais pas être d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Et oui, ou alors vous me dites qu'il faut le faire en fonction de la couleur de la peau, et dans ce cas-là, c'est un délit parce que ça va être sur des critères qui sont objectivement racistes. Comme il vient de le rappeler, si jamais vous voulez revaloriser l'ethnie native d'un pays, ce qui peut sembler logique, il vous reprendra rapidement avec la loi qui condamne les propos racistes. Donc sur n'importe quel sujet, quand on doit débattre d'un problème de société, le problème se trouvera toujours ailleurs, comme il le montre bien dans cet exemple. Et si l'immigration est à la fois, si la population immigrée est à la fois surreprésentée logiquement, dans les auteurs et dans les victimes, ça voudrait dire qu'il y a une troisième variable qui influe sur ces deux éléments-là, logiquement. Et moi, mon hypothèse, mais je n'ai pas de chiffres pour la prouver, donc c'est au stade de l'hypothèse de travail, entendez-moi bien. Dans ce cas-là, c'est que la troisième variable serait une combinaison entre la pauvreté, mais attention, ça ne suffit pas, parce qu'il y a plein de pauvres qui ne sont pas du tout délinquants criminels, et une extrême désocialisation familiale, notamment, et sociale au sens encadrement social, vous savez, voilà. Et je crois mais je ne peux pas le prouver, j'insiste là-dessus. Je ne peux pas le prouver. Je dis juste, c'est l'hypothèse que je formule.
c'est que les cas extrêmes de pauvreté plus désocialisation, notamment familiale, prédisposent à criminalité, délinquance, et que la population immigrée pauvre est surreprésentée donc uniquement parce qu'ils ont tout ça en commun, à la fois dans les victimes et dans les coupables. Vous me suivez ? Il n'acceptera jamais de dire qu'il y a dans tout ça un facteur ethnique qui donne une tendance d'agressivité ou pas, malgré la démonstration exemplaire de Laurent Oberton. En France, les individus issus de l'immigration est-asiatique, donc japonaise, coréenne, chinoise, sont moins délinquants que la moyenne autochtone. Les natifs, autochtone, ça ne me dérange pas. C'est très bien. En plus, autochtone, c'est un terme neutre. Donc ça va. Allons-y. Alors, non, mais c'est vrai. Oui, donc... Alors que français de souche, vous voyez, c'est pas très sérieux comme critère. Autochtone, c'est très plus sérieux. clair. Enfin, moi, je vois pas le problème. On peut dire gaulois, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas un problème. Gaulois, vous voyez, ça existe. Non, parce qu'en fait, gaulois est une. Enfin, il faudrait dire celte dans ce cas, si on est rigolo. Oui, pourquoi pas celte, c'est très bien aussi. Mais ça remonte à loin. Un petit peu plus gaulois me concernant, mais ça remonte à loin quand même. C'est l'ancestralité. Les Africains, si vous leur dites qu'ils sont pas africains. Non, mais dans ce cas-là, il faut rendre la France à l'Éthiopie et la planète entière, si on raisonne comme ça. Vous avez pu voir sur la fin l'absurdité de son propos, qu'il faut rendre la France à l'Éthiopie. Il a juste oublié que des millions d'années se sont écoulées et que les peuples se sont adaptés aux territoires sur lesquels ils étaient établis pour créer des peuples et des cultures de par le monde entier. Maintenant, voici les ravages que causent l'antiracisme et la discrimination, considérés comme un délit. Un autochtone qui a très peu d'armes intellectuelles pour se défendre face à un immigrationniste qui s'impose à lui. Voici un exemple. La démocratie, la République fait croire au peuple qu'il est souverain et qu'il peut disposer comme il l'entend de ses terres et de son destin. Et moi, j'ai toujours pensé qu'au bout de la pensée de gauche en général, il y avait cette idée de confisquer au peuple sa souveraineté, sur le point de vue migratoire notamment. Donc là, au moins, je trouve que, vous le dites clairement, le Front National n'a pas existé parce que ce parti a une ligne anti-immigration, il me semble, enfin ça c'est, vous allez peut-être préciser votre pensée là-dessus, mais en gros, toujours est-il que vous voulez censurer le peuple en quelque sorte, c'est-à-dire il peut un parti, il peut avoir son opinion, du moment qu'il vote pour ceux qui pensent comme vous. Non, mais c'est pas la même chose. C'est à peu près ça quand même. Non. Les gens votent ce qu'ils veulent dans le champ qui est autorisé par la loi. Dans le champ qui est autorisé par la loi. Mais c'est le cas à l'heure actuelle, je vous signale. C'est le cas à l'heure actuelle. Oui, mais les gens votent ce qu'ils veulent dans le champ autorisé par la loi. Donc, alors, simplement, la loi n'est pas appliquée, hélas, et donc le Rassemblement national n'est pas interdit alors qu'il devrait l'être. C'est pareil d'ailleurs pour Reconquête. À ce moment-là. Donc, il vous explique que la loi française vous interdit toute opinion de souveraineté, de propriété ou de groupe ethnique. Vous êtes un individu avec exactement les mêmes droits que celui qui s'est fait naturaliser la semaine dernière. C'est normal puisqu'il est autant français que vous. De ce fait, voilà ce que la loi lui permet de dire en toute impunité. Interdire le RN, voilà le raisonnement. D'abord du point de vue de la légitimité démocratique de cette idée d'interdire le RN. L'enquête fracture française du Cevipof, la dernière édition en date, 2024, donc vous connaissez cette enquête, c'est une enquête massive sur la population, où ils en sont, sur ce qu'ils pensent de ceci ou de cela. Pour un Français sur deux, le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. Ils le disent comme ça. Sur la France insoumise, c'est 67%. C'est vrai. Mais là, je vous prends, même étude, je vous prends au global, parce que moi, je ne suis pas particulièrement de la France insoumise. Non, mais je dis ça en passant. Voilà. Donc, si c'est le pourcentage de la population qui décide... Je suis en train de vous faire c'est une brique dans le raisonnement. Ça ne suffirait pas. Donc, pour un Français sur deux, le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. Bon, s'il est dangereux pour la démocratie, il faut l'interdire, ça paraît logique. Il vous explique donc que c'est logique d'interdire le Rassemblement national et Reconquête, interdire en gros tout aspect de souveraineté qui pourrait rejeter des individus ou futurs individus non natifs du pays. Pour terminer les extraits de ces séquences, regardez à quel point il se fout de ses propos qui vont être tenus. Il a du mal à le croire d'ailleurs, et pour lui cela ne soulève aucune question. En tout cas, aujourd'hui, 25% des naissances des nouveau-nés sont issus directement de l'immigration extra-européenne. Le quart des naissances, on était à peu près à 0% il y a 60 ans, à peu de choses près. C'est un phénomène... Pourquoi vous vous basez pour dire ça ? C'est l'INSEE, tout simplement. C'est un phénomène extrêmement nouveau, extrêmement rapide.
Après, voilà, 25% des naissances, c'est une certitude. Et si vous remontez sur toutes les générations, on va frôler les 40% à peu près de mémoire. Donc c'est très important, c'est un phénomène massif. En tout cas, si l'administration française ne le souhaite pas, disons que c'est bien limité, parce qu'en tout cas, elle le laisse faire. C'est un constat. Et nos élites qui sont censées diriger le pays, qui le gouvernent depuis des années, nous ont toujours expliqué que c'était une chance et que cette immigration était nécessaire. Ça, c'est pas une théorie du complot de constater ça. Ça, c'est un débat plus large, sur la démocratie. Sur la démocratie là-dessus, mais est-ce que le peuple est pris en compte? Est-ce qu'il est entendu? Et est-ce que Bon, pour conclure, j'espère que vous avez compris que le gouvernement français n'agit pas dans l'intérêt de son peuple, ni de sa pérennité. Des lois sont votées pour que vous n'ayez aucune capacité de réaction. Mes hommages à Laurent Oberton qui lutte malgré ces conditions. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'à force de rajouter des individus, d'où qu'ils viennent au sein de la France, ce seront systématiquement des Thomas Guénolé et non des Laurent Oberton. L'immigration finira par faire taire les natifs qui seront minoritaires sur leur propre sol et subiront des lois votées par des gens qui leur sont étrangers. Si un espoir subsiste, c'est celui de ne pas tomber dans la peur de la discrimination et du racisme. Ce ne sont pas des délits s'ils ne sont pas animés par des sentiments de haine. Donc n'ayez pas peur d'affirmer votre amour pour la patrie, pour votre ethnie, et que vous êtes fiers d'être français. 3 petits points de souche.